L'OSINT, c'est cette méthode de recherche et de collecte des données librement accessibles en ligne. On en a tous déjà entendu parler. Mais en quoi cela consiste réellement? À moins d'un an de l'élection présidentielle qui se jouera en France, les enjeux liés à l'OSINT sont cruciaux. Alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients liés à cette pratique sur nos propres habitudes de consommation? Pour en discuter aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter Myriam Lefébure. Salut Myriam. Hello Artoise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je te présente rapidement, tu es donc spécialiste de l'OSINT et des campagnes de désinformation. Tu étudies notamment la manière dont Internet, les réseaux sociaux et les algorithmes peuvent être utilisés pour influencer ou manipuler l'opinion publique. On va revenir là-dessus juste après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur ton parcours, puisque aussi chez Cybertavis, c'est très intéressant pour nous de voir comment en fait on peut se retrouver dans le milieu de la cybersécurité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu t'es retrouvé dans ce domaine? Eh bien, par les détours de mon mémoire de fin d'études, qui m'a amenée à étudier la propagande de l'État islamique. Donc je débute mes recherches en septembre 2016, donc quasiment un an après les attentats de novembre 2015, qui ont entraîné une vague de contestation sur la facilité justement avec laquelle il était possible d'accéder à des contenus en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Et donc pour identifier les contenus de propagande, j'ai donc mené des investigations en source ouverte, et notamment des recherches un peu plus complexes qu'une simple recherche Google, sur un moteur de recherche, de façon à pouvoir également aussi étudier les écosystèmes de diffusion de cette propagande. Qu'est-ce que ces sujets et ces recherches, elles ont suscité chez toi ensuite dans cet intérêt aussi, j'imagine, pour la collecte et la recherche de données? Je pense que je suis quelqu'un de curieux en général, mais c'est bien cette investigation qui va provoquer donc non seulement un intérêt pour l'OSINT et pour la cyber, mais je te coupe, mais c'était des sujets qui t'intéressaient déjà avant ça. Ouais, c'est vraiment les sujets de la propagande ont toujours suscité un intérêt pour moi pendant mes études, et c'est bien les attentats du Bataclan qui vont vraiment me faire passer à l'action de l'étude de la propagande et de la façon dont cette propagande est diffusée sur Internet et les réseaux sociaux. C'est aussi ce moment particulier qu'on vit en France qui va me pousser à choisir ce mémoire de fin d'études. Et par la suite, quel impact ça a pu avoir aussi dans la suite de ton parcours? C'est ce qui va faire que je m'engage au sein du ministère de l'Intérieur, donc je vais faire partie de cette génération 2015, de ces personnes, de ces agents de la fonction publique qui donc rejoignent les rangs du ministère de façon à investiguer sur des individus, des personnes physiques qui porteraient atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et qui seraient porteurs d'un projet d'action violente contre la France et ses citoyens. Et justement, est-ce qu'il y a des choses que tu as observées depuis, on va dire, 2015, ou même avec, j'imagine, la période Covid, toutes ces choses-là, il y a des exemples qui t'ont marqué? Oui, la période de la Covid est une période où on observe un vrai basculement chez les personnes, chez les internautes, c'est-à-dire que se développe un nombre important d'écosystèmes de désinformation, justement à une période de trouble, où chaque jour, finalement, on dit un peu le contraire du jour passé sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour justement éviter d'attraper le Covid. Et donc ça va faciliter justement l'explosion d'écosystèmes de désinformation qui vont notamment justement cibler les médias traditionnels en disant « Regardez ce qu'ils ont dit il y a 2 jours, il y a 2 semaines, aujourd'hui ils reviennent sur le sujet, donc vous ne pouvez pas avoir confiance dans ces écosystèmes. » Et puis après se déploie tout un narratif complotiste autour justement du fait que les médias soient accaparés par une élite et que donc cette élite voudrait évidemment la destruction ou en tout cas nuire à la population française. Justement, on reviendra un peu sur toutes ces méthodes de désinformation et d'influence en ligne. Avant de parler de tout ça, c'est bien de revenir un peu au fondamental, l'OSINT. Je l'ai rapidement défini en introduction, mais si toi tu devais définir justement l'OSINT à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, comment tu lui présenterais? Alors si je dois faire simple, déjà je traduirais l'acronyme parce qu'il y a plein de personnes, quand je donne simplement l'acronyme en anglais, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc ça signifie en français renseignement d'origine source ouverte, et c'est une discipline qui va regrouper différentes actions comme évidemment la recherche d'une première part, mais aussi la collecte, l'analyse, l'exploitation d'informations accessibles au public, mais aussi, il faut le dire, des informations qui, si elles sont accessibles, peuvent nécessiter des investigations techniques, comme le fait par exemple d'aller chercher dans le code source d'un site internet. Quand tu dis ça, on a un peu l'impression de se demander est-ce qu'il faut être un expert,
en développement, ou en tout cas très bien s'y connaître dans la cybersécurité pour pratiquer l'OSINT? Eh bien, je suis la preuve vivante que non, parce que moi, j'ai plutôt un cursus littéraire. J'ai commencé par réaliser une première année à la faculté de Rouen où j'ai travaillé sur les lettres et sciences humaines. C'était plutôt un cursus qui avait vocation à intégrer les écoles de journalisme ou Sciences Po, mais j'ai choisi d'aller ensuite dans une école de communication et de marketing. Et c'est justement pendant que j'étais dans cette école que je vais choisir de réaliser mon mémoire de fin d'études sur la communication de propagande de l'État islamique. Et finalement, c'est bien l'étude du marketing qui, aujourd'hui encore, me sert beaucoup, puisque les campagnes de désinformation vont utiliser des techniques de persuasion qui prennent leurs origines en fait dans des techniques commerciales. Dans l'OSINT, on est vraiment dans des techniques d'investigation qui doivent servir à produire un renseignement actionnable pour des personnes, donc pour des décideurs, pour des dirigeants d'entreprise, etc. Alors que dans le marketing, on est vraiment dans la vente. Oui. Donc plutôt dans la réinterprétation, la diffusion des informations. Du coup. Voilà, okay. On est plutôt dans une phase aussi d'analyse. Il y a vraiment ce côté-là qui est très important. Donc c'est assez évident, la principale source de l'OSINT, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui, et est-ce qu'il en existe d'autres aussi? Alors les réseaux sociaux sont bien évidemment une source très importante pour les analystes en OSINT, puisque par exemple si on investigue sur une personne physique qui publie de façon très régulière sur ses profils de réseaux sociaux, on va pouvoir capter des centaines et des centaines d'informations, que ce soit son lieu de vie, son cercle familial, professionnel, son parcours scolaire, etc. Donc, en effet, les réseaux sociaux sont une source majeure aujourd'hui dans l'OSINT. Mais évidemment, plus largement, Internet est devenu vraiment un espace extrêmement large, hein, où il est possible d'identifier, par exemple, sur des sites de petites annonces, donc que ce soit Le Bon Coin ou Vinted, des activités qui sont cybercriminelles. J'ai par exemple déjà identifié une chaîne Telegram qui était mise à la vente sur Le Bon Coin, donc pour dire en fait que les chaînes et les comptes et les profils de réseaux sociaux sont devenus des actifs financiers comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut les mettre à la vente parce que disposer d'une communauté, c'est quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui. Et on l'avait vu aussi, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais sur le fait qu'on laisse un peu des informations partout. J'y pense là, mais des applications comme Strava, ouais, tout à fait. où en fait les gens partagent tout simplement leur parcours sportif. Il y avait une enquête il y a quelques années qui mettait en avant le fait que les militaires aussi pouvaient l'utiliser. Tout à fait, ouais. Et du coup mettre à disposition des informations sur leur géolocalisation, ces choses-là. Donc en fait, je pense que c'est important de se rendre compte que réseaux sociaux, en fait, à partir du moment où on partage des informations, il y a déjà des données qui sont accessibles. Tout à fait. Et Strava, oui, ça avait également été utilisé par les gardes du corps d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. Et donc, en effet, on pouvait savoir où était le président si on suivait le compte Strava de ces gardes du corps. Donc, encore faut-il savoir, mais en fait, l'information, elle est trouvable. Voilà, elle est trouvable. Et puis surtout, on peut identifier les chemins pris habituellement. Enfin, en tout cas, c'est l'étude du quotidien du président qui peut être mise à mal, quoi. Justement, ça me fait ma transition parce que quand on regarde la plupart des enquêtes, que ce soit de la CNIL ou d'autres organismes, la plupart des gens, en tout cas, pensent qu'ils publient rien d'important ou de sensible sur Internet. Pourtant, j'avais partagé une vidéo de la CNIL, je sais pas si tu l'as vue, mais en fait, c'était une vidéo qui permettait en fait de montrer qu'à partir d'une simple vidéo sur les réseaux sociaux, d'une simple image, c'était possible de retrouver l'identité d'une personne, son école, son employeur et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est représentatif? Oui, c'est tout à fait vrai, hein. J'ai mené moi-même à de nombreuses reprises des investigations qui ont permis de lever l'anonymat de comptes de réseaux sociaux en découvrant au passage la date, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la profession exercée, l'employeur, des photos de la personne physique recherchée, tout en collectant au passage, et ce qui faisait l'objet en fait de mes recherches, des messages de menaces de mort, de menaces d'actions violentes contre des institutions, etc. Donc ce qui va permettre aussi de judiciariser une personne physique et de pas judiciariser contre X. Oui. Donc oui, les réseaux sociaux permettent de lever l'anonymat. Du coup, oui, d'un point de vue aussi judiciaire, ces informations-là, elles peuvent avoir un Tout impact. à fait. Ouais, elles sont utilisées à date par les services de police et de justice pour justement aller plus loin dans une investigation et traduire en justice des personnes physiques ou morales d'ailleurs. Donc finalement, en fait, juste les réseaux sociaux, même si on a cette idée d'anonymat, ils peuvent nous réidentifier, même si on n'a pas notre prénom ou oui, on a bien un sûr, pseudonyme. oui. D'ailleurs, c'est une question que je te posais aussi en amont, c'est quoi les informations qu'on sous-estime le plus et on a l'impression qu'elles nous protègent
par l'anonymat, mais en fait non. Bah justement, Ouais, les pseudos, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime parce qu'on va les utiliser justement en pensant être anonymes. Sauf qu'il faut bien savoir que les services de police et de justice peuvent faire des requêtes auprès des plateformes pour demander les sélecteurs techniques qui sont liés justement à ces comptes de réseaux sociaux de façon à justement identifier la personne physique qui serait derrière le compte. Et comme je le disais, il y a aussi des investigations qui sont menées indépendamment des demandes aux plateformes qui permettent à elles-mêmes en fait d'identifier les personnes via justement leur empreinte numérique. Et justement, là, on parlait d'un point de vue dans le cas d'enquête criminelle, dans le but de judiciariser, mais même une personne lambda qui n'a pas forcément commis quoi que ce soit, en fait, le fait que ces données soient accessibles, ça peut aussi être une mine d'or pour les cybercriminels, j'imagine. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis ça peut être aussi le fait qu'on ait accès, par exemple, à des adresses postales sur des registres, par exemple les registres comme Papers, les registres d'entreprise. Pour les administrations, les entreprises. Ça peut également être une faille si vous êtes menacé de mort, si quelqu'un vous en veut et qu'on a accès de cette façon à vos données personnelles, évidemment que derrière ça peut être suivi d'actions physiques en fait. Et justement, en parlant juste de simples utilisateurs, toi dans ce que tu as pu, dans toutes tes enquêtes, ou tout ce que tu as pu voir, c'est quoi les plus grosses erreurs en termes de partage d'informations que les gens peuvent faire sans mesurer l'impact, parce qu'il y a eux, mais il y a aussi les gens qui vont être, sur qui vont partager des informations aussi. Moi, je parlerai justement des parents qui vont beaucoup filmer leurs enfants, mettre en ligne ces vidéos. Certains les filment de façon quasi quotidienne. C'est notamment le cas des enfants influenceurs, des enfants youtubeurs. Il faut aussi anticiper l'évolution de l'intelligence artificielle, qui déjà aujourd'hui permet d'usurper facilement l'identité d'une personne physique. Il faut imaginer ce que ça va devenir demain si on a justement nourri toutes les intelligences artificielles avec des centaines de millions justement de visages. Et surtout votre enfant, étant donné qu'on connaîtra tous ses traits, toutes ses mimiques, comment il rigole, comment il ferme les yeux, en fait ce sera extrêmement facile d'usurper son identité physique. Donc en fait, même sans partager d'informations, une simple image, c'est déjà en fait une mine d'information. Alors une image, oui, est une information. Après, c'est aussi surtout la répétition, le fait de diffuser de façon répétée. Puis aussi pendant l'évolution de l'enfant qui voilà, grandit. exactement. Ouais. Et puis surtout derrière, il y a aussi le risque que une fois que ces personnes soient adultes, elles auront aussi le droit d'avoir un droit de regard sur ce que leurs parents auront mis en ligne. C'est notamment, ça me fait penser en fait à un livre qui s'appelle « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan. D'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué parce que je l'ai lu il y a pas si longtemps et du coup, je me suis dit effectivement, c'est important de le citer aussi. Ouais, en fait, il y a donc « Les enfants sont rois », c'est une enquête policière suite à la disparition d'une des deux enfants d'une mère qui justement filme ses enfants dans des moments d'unboxing, donc quand ils ouvrent des cadeaux que des marques leur envoient. Et en fait, donc il y a une première partie au sein du livre où on suit l'évolution de l'enquête policière, où justement la policière fait de l'OSINT pour identifier la personne qui détiendrait la petite fille. Et il y a une seconde partie où en fait on découvre les enfants une fois qu'ils sont adultes, donc en 2031 de mémoire, et où en fait la petite fille, l'impact que ça a eu sur le fait d'avoir été filmé en permanence a un énorme impact sur les deux enfants. Il y en a un qui le garçon n'ose plus sortir de chez lui, et la jeune femme décide en fait d'entreprendre une action judiciaire contre sa mère, justement pour droit à l'oubli. Et pour défaut aussi en tant que parent en fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant aussi ce droit à l'oubli des enfants influenceurs plus tard, même si c'est pas une solution miracle, parce qu'en fait on disparaît jamais vraiment d'internet, on le voit, même des personnes, des célébrités qui essayent de disparaître du jour au lendemain, les images elles restent, les vidéos elles restent, même si on supprime, il y a toujours des moyens de retrouver des archives, ou même d'avoir des gens qui ont téléchargé tout simplement ces choses-là. Donc faut partir du principe qu'à partir du moment où on a partagé une information, une image ou une vidéo, il sera... et puis c'est ça, elle peut avoir été captée par d'autres utilisateurs, et donc elle peut être à tout moment réutilisée. C'est souvent le cas aussi pour tout ce qui va être les cas de revenge porn. Tout à fait. Où on voit des victimes qui sont complètement dépassées parce qu'elles ont eu beau supprimer les photos en question, et bien il y a des gens qui les avaient enregistrées avant et qui du coup peuvent continuer à les publier. Et ça, faut se rendre compte qu'en fait ça... potentiellement, on n'en a plus le contrôle de ces informations. Tout à fait. Sans rentrer dans un dialogue alarmiste, il faut quand même en avoir
profondément conscience, Conscience. parce que ça peut avoir un impact grave, surtout avec Ouais. l'émergence de l'IA aussi aujourd'hui. Ouais, et je pense que justement sur tous ces aspects de cyberharcèlement, il y a un vrai rôle à jouer de l'OSINT parce qu'à date, il y a que 12% déjà des personnes qui se font cyberharceler qui vont déposer plainte. Il y a un peu une forme justement de qu'est-ce que je peux faire face à ça? Et en réalité, l'OSINT est pour moi un des moyens d'y répondre, c'est-à-dire en allant scraper les données, des personnes qui sont justement auteurs de cyberharcèlement, de façon à essayer, en tout cas autant que faire se peut, de les désanonymiser, de façon à nouveau à porter plainte contre une personne physique et non pas contre X, car on le sait, les services de police sont submergés et n'ont pas le temps de mener des investigations de ce type, justement. Ça reste long quand même de retrouver Ouais, des tout à fait. informations. Ça peut prendre plusieurs jours juste en travaillant sur un compte de réseau social. Donc dans le cas de cyberharcèlement, quand on est sur des centaines de personnes qui vont mener des actions de cyberharcèlement, en fait, en effet, c'est démesuré. C'est démesuré. Et du coup, justement, pour nuancer un petit peu, on a un peu cette idée qu'avec l'OSINT, on peut tout savoir sur tout le monde. Est-ce que c'est réellement le cas? J'imagine que non. Non, et heureusement, il faut aussi faire attention à ce que justement toutes nos données n'arrivent pas sur le champ accessible à tous. C'est-à-dire qu'à date, on ne peut pas, par exemple, trouver le compte bancaire d'une personne en source ouverte, et heureusement. Encore heureux, on ne peut pas non plus identifier les informations médicales d'un utilisateur de Doctolib. Et voilà, il faut que ça continue dans ce sens, il faut que les entreprises elles continuent d'investir massivement dans leur cybersécurité, parce qu'on l'a vu, c'est notamment en fin d'année 2025. Avec la Poste, avec... Ouais, il y a eu une multiplication des fuites de données, enfin des attaques puis des fuites de données en ligne, donc ça nous met tous en fait en insécurité d'avoir nos données qui sont diffusées de la sorte, ça va faciliter les arnaques, etc. Donc, comme des fois des sites, tu ouvres Pôle emploi, tu ouvres la sécurité sociale et puis on te dit les données ont fuité, etc. Alors que pour des sites un peu privés, on peut se dire bon voilà, quand c'est des sites qui sont reliés à l'État, c'est vrai que ça peut faire un peu flipper quoi. Justement, quand on s'intéresse et qu'on veut se mettre à éventuellement dans le cadre, voilà, que ce soit de son activité ou même à titre personnel, d'investiguer, de faire de l'OSINT, quelles sont les choses à avoir en tête, quels sont un peu les pièges dans lesquels on peut tomber au début? Qu'est-ce que toi, tu as pu observer vis-à-vis de ces pratiques? Alors, le piège de l'OSINT que j'ai le plus fréquemment observé en tant qu'ancienne manager, c'est notamment des analystes qui vont se perdre dans la donnée et du coup ne pas répondre à la question d'enquête qui leur est posée. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les analystes OSINT, enfin en tout cas moi c'était le cas au ministère de l'Intérieur, on travaille sous pression et dans un délai extrêmement restreint la plupart du temps, sous un format d'urgence, voire d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on doit répondre en seulement quelques heures à des questions ultra complexes. Puis on en attend beaucoup aussi, c'est-à-dire que souvent on mise un peu sur vous pour répondre un peu aux interrogations. Donc il faut évidemment être ultra structuré dans son approche de l'investigation pour ne pas s'éparpiller, ne pas perdre de temps et pouvoir justement répondre au mieux ou en tout cas à minima donner des premiers éléments d'investigation et d'enquête de façon à ce que derrière d'autres services puissent commencer eux à leur tour aussi à travailler sur la base parfois de nos éléments en OSINT. Donc le piège c'est vraiment ça, c'est de se lancer sans avoir en fait cadré, fait un plan de recherche de ce qu'on a besoin en fait d'identifier. Il faut être très rigoureux du coup dans sa méthode. Exactement, donc ça va nécessiter d'élaborer ce qu'on appelle un plan de recherche avec 3 questions notamment, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je cherche et comment je le cherche. On le sait, enfin en tout cas tu le sais, l'OSINT c'est pas seulement retrouver des informations, c'est aussi les vérifier, comprendre comment elles circulent. Et du coup ça nous emmène un peu à cette partie un peu de comprendre aussi le rôle de l'OSINT dans la désinformation et la manipulation de l'information. Quand toi t'enquêtes sur une campagne de manipulation de l'information, qu'est-ce que tu vas chercher à identifier en premier? Alors moi, je cherche toujours à identifier le primo-diffuseur du contenu qui circule justement pour savoir, évidemment, qui en est à l'origine. Est-ce que c'est un influenceur pro-russe, un compte de bots pro-MAGA, un utilisateur affilié à un parti politique? Parce que évidemment, ça va faire toute la différence. Ça apporte un biais, du coup, j'imagine aussi. Oui, et puis surtout, ça va derrière, évidemment, que si on est face à un influenceur pro-russe, on va davantage investiguer que si on voit que c'est simplement l'objet d'une personne, d'un citoyen isolé, voilà, c'est le fait de l'expression citoyenne. Donc ça va évidemment nous donner des éléments de réponse, et puis derrière, ça va déterminer évidemment, ça va déterminer s'il y a éventuellement ingérence étrangère ou pas. Tu disais que des fois, dans les contextes, justement, les OSINTers, ils sont mis sous pression, ils doivent chercher dans des contextes très serrés, avec une quantité d'informations souvent très importante. Est-ce que, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, vous pouvez, ou toi ou certains de tes collègues, être amenés à utiliser l'IA comme un outil justement pour vous aider
à condenser tout ça et à voilà, pouvoir analyser une quantité d'informations dans un temps beaucoup plus réduit? Alors aujourd'hui, justement pour mener des investigations en source ouverte, on a de plus en plus recours à des outils de traitement du big data. Mmh. Mais pour autant, il faut aussi faire attention à certains outils accessibles en source ouverte, Mmh. justement, parce qu'on a de plus en plus d'outils, certes, mais qui ne sont pas forcément mis à jour, Mmh. qui du coup ne vont pas détecter correctement s'il y a deepfake ou pas. OK. Donc de plus en plus, il faut avoir recours à des outils payants vraiment ultra spécialisés, qui justement font appel à de l'IA, mais à une IA qui est beaucoup plus Oui, puissante. qui est pas le Claude qu'on connaît ou le ChatGPT qu'on Voilà, connaît. voilà, ou en tout cas, ça va être des modèles entraînés, justement de façon à être à la pointe de la Mais détection. du coup, ils sont accessibles, à tout le monde quand même? Ces outils, non, non, non. OK, oui, voilà, OK, donc c'est quand même des outils qui sont spécialisés Oui, quand même, tout à fait. réservés à des professionnels. Ouais. Et justement pour parler des techniques de manipulation de l'information, tu le disais plus tôt, elles s'appuient sur des techniques qui peuvent trouver leurs origines notamment dans le marketing, la Ouais, publicité, toutes ouais, ces tout à choses-là. fait. Tu pourrais nous préciser un peu de quelle manière et quels sont justement les points communs que toi tu peux, justement observer? Ouais, les campagnes de désinformation, elles vont vraiment s'appuyer donc sur ces mêmes méthodes mais aussi les mêmes outils Mmh. qu'une entreprise pourrait utiliser pour promouvoir un bien ou un service. Par exemple, en marketing, on va parler de storytelling autour d'un Mmh. produit et c'est, typiquement ce qu'on va retrouver beaucoup, pour les parfums. Oui. Où on a des grandes publicités avec des stars qui font rêver, qui vous donnent une histoire. Ou même souvent le produit devient secondaire presque, Voilà, ouais, ouais. totalement, Ouais, ouais. exactement. Et donc finalement, dans les campagnes de désinformation, c'est pas un produit qu'on met en avant, mais c'est Une bien idée. une idéologie, un narratif, voire même une action à mener, hein, quand on a, par exemple, des actions à manifester qui sont lancées sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce qu'on cherche de la même manière à séduire des gens, à les convaincre, Ouais, j'imagine? Du tout coup, à ça ouais. paraît logique en fait. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment cette idée de vouloir remporter l'adhésion et l'opinion en sa faveur, Mmh. de façon à mieux nous diviser, davantage nous polariser, évidemment dans l'objectif de nous déstabiliser. Parce Mmh. que si on est dans une situation de confrontation permanente, Mmh. évidemment que c'est favorable à des puissances hostiles qui vont derrière, évidemment, capter des images et faire ce qu'on appelle de la propagande, mais au sein de leur pays, c'est-à-dire dire: «Regardez, en France, tout va très mal, ça fait des semaines qu'il y a, des mobilisations, des Mmh. manifestations, donc c'est bien la preuve que chez nous, où il n'y a pas de manifestations», sans dire évidemment qu'elles sont réprimées, Réprimé, ouais. que, chez nous finalement, tout va mieux, quoi. OK, c'est très intéressant. Donc en fait, on a un peu l'idée qu'on va, vendre une idéologie comme on va vendre un produit en fait. Ouais, tout à fait. Et puis, par exemple, si on devait parler des techniques qui sont employées, il faut savoir que, par exemple, la bibliothèque publicitaire de Meta, Mmh. elle a été utilisée, on l'a constaté, lors de campagnes de désinformation, notamment dans le cas de Doppelganger, pour mettre en avant des sites de désinformation russes. OK. Et donc ils ont sponsorisé, ils ont payé leur publicité de façon à ce qu'elle s'affiche sur les profils, des utilisateurs européens. Mais c'est vrai qu'on a remarqué depuis ces dernières années que dans les publicités, des fois, c'est des administrations, des Ouais, pays, des fois dans des contextes géopolitiques ouais, compliqués, particulier, ouais. particuliers, où du coup, en fait, ils utilisent des panneaux publicitaires pour vendre des idéologies, Ouais. que ce soit la Russie ou même des fois Israël ou Ouais, voilà, d'autres. Ouais, ouais, il y dans a des un pays en guerre et un cetera. panel en effet de pays aujourd'hui qui ciblent la France, hein. On parle beaucoup de la Russie, mais la Chine est en train de monter en puissance. L'Iran attaque de façon régulière la France Oui, aussi. La Turquie, enfin, en fait, il y a oui. vraiment un écosystème aujourd'hui, qui a il y a une situation géopolitique qui est favorable à ce que la France fasse l'objet d'attaques informationnelles. Et sur l'aspect marketing, il faut aussi souligner un sujet, qui est important pour moi, parce qu'on parle beaucoup de l'automatisation Mmh. artificielle, mais ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est le recours à des influenceurs qui vont faire Mmh. l'objet de Mmh. rémunérations pour justement attaquer la France, diffuser des narratifs qui nous sont Mmh. hostiles, et le fait que ces campagnes de désinformation soient endossées par des personnes physiques qui vont elles aussi partager leur Mmh. quotidien, partager leurs galères. En fait, ça permet un rapprochement des citoyens avec ces influenceurs et de faciliter l'adhésion, Mmh. à ces théories, qui sont mises en avant par ces personnes, ces influenceurs. Ouais, mais du coup, de tout ce que tu as dit là, on se rend compte en vrai que les réseaux sociaux, les plateformes sociales au sens large, elles ont un rôle, pivot en fait Ouais. là-dedans parce que ce soit, avec, voilà des entreprises, des administrations, des États, mais aussi en fait avec des personnes, voilà, des influenceurs, ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait carrément dire en fait que c'est, le modèle économique en fait, plus largement, qui influence, voilà tout ce que nous voyons, les informations auxquelles on a accès, qu'elles soient,
qu'elle soit sérieuse ou moins sérieuse en fait. Hein. Oui, bah en fait, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de plateformes publicitaires, hein, parce que Meta, c'est 97 à 98% de ses revenus qui sont générés par la publicité qui est diffusée donc au sein des profils. Donc en fait, ils ont tout intérêt aussi à les diffuser. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'économie de l'attention, c'est-à-dire que l'objectif pour ces plateformes, c'est de nous garder le plus longtemps possible connectés, de façon à afficher, comme tu le disais, la publicité sur nos profils, c'est-à-dire de nous faire scroller encore et encore. Et ça, c'est justement le rôle aussi des algorithmes, de mettre en avant et de nous cibler aussi par rapport à nos propres informations aussi. Et en fait, justement, le temps passé, il permet à l'algorithme de se nourrir de nos centres d'intérêt, aussi de la localisation où on est, c'est-à-dire que si on est en vacances en Espagne ou si on est en France, on a des contenus différents. En fonction de là où on bouge, même si notre géolocalisation elle est désactivée, par rapport à ce qu'on consomme ou par rapport à ce qu'on va regarder à un moment clé, les algorithmes, ils sont super efficaces. Enfin, c'est assez... Je pense que les gens qui nous regardent, ils l'ont constaté aussi, mais c'est fou comment ça nous cible précisément. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les algorithmes, ils vont se baser aussi beaucoup sur juste le fait qu'on like, qu'on partage et qu'on commente. Et c'est aussi parce que les algorithmes et les plateformes en général, en fait, mettent en avant des contenus qui soient vrais ou faux. C'est-à-dire que les plateformes sont indifférents à la véracité des contenus. Et donc, évidemment que cette faille-là, elle est totalement exploitée par les acteurs hostiles et par les campagnes d'influence, parce que, du coup, l'objectif de ces campagnes, c'est simplement de générer du like, des partages. De la réaction. Voilà, de l'engagement. Et donc, évidemment qu'on va faire appel à des campagnes choquantes, à engendrer de l'émotion pour générer de l'engagement. Et est-ce que tu penses qu'il y a même cette idée que si on est plus ou moins sensibles, par exemple des gens qui pourraient justement avoir une certaine forme de défiance par rapport à certaines informations, je parle par exemple pendant le contexte du Covid, vis-à-vis de la vaccination, mais même vis-à-vis de plein d'autres situations ou actualités, même géopolitiques, etc. On peut être plus ou moins ciblé aussi par des campagnes de manipulation des informations en fonction de ce qu'on va consommer. Si l'utilisateur est déjà enfermé au sein d'une bulle informationnelle qui est justement soit complotiste, soit orientée envers une idéologie pro-MAGA ou autre, évidemment qu'il va à nouveau, on va lui proposer du contenu qui suit en fait cette idée. Il va valider ses idées. Le but en fait, c'est de faire en sorte qu'il reste sur la plateforme, comme on le disait, de façon à ce que s'affiche le plus de publicité possible. Donc évidemment qu'il ne sera que très rarement, voire quasi jamais, mis en confrontation avec un point de vue opposé, contraire, ou qui vient apporter des éléments de contexte avec ce qu'il lit d'habitude. Le but, c'est évidemment donc qu'il ne voit que des contenus qui le confortent dans son idéologie, de façon à ce qu'il continue de se rendre sur la plateforme et que donc s'affiche de la publicité sur son fil. Donc en fait, c'est un cercle où plus on va aller sur la plateforme, plus on va devoir y rester, plus on va être conforté dans une idée. J'imagine que ça a des impacts aussi d'un point de vue idéologique, où il y a des impacts aussi que tu as pu observer, même concrets, quoi. Ouais, sur la radicalisation. La radicalisation, on a des exemples très concrets. Une des dernières personnes physiques à avoir été interpellée a justement indiqué que ChatGPT lui avait proposé tout un tas de réponses sur des enjeux liés à la radicalité, ce qui l'a justement enfermé dans cette idéologie plutôt que de tenter de l'en sortir, de l'amener, je sais pas, à lui dire va sortir, va profiter de la vie, va t'acheter une glace, va faire autre chose en fait que t'informer sur un sujet qui ne peut t'amener qu'à un passage à l'action violente. En fait non, l'IA en effet continue à lui répondre de façon à favoriser son point de vue et son idéologie. Parce que les IA non plus ne sont pas neutres. Ah non, pas du tout. Pour terminer un peu aussi sur d'un point de vue des entreprises, parce que c'est important aussi, c'est quelque chose auquel tu t'es beaucoup intéressé. Il y a une campagne qui est apparue sur TikTok l'année dernière qui visait plusieurs maisons de luxe françaises. C'est intéressant parce que du coup ça vise aussi encore une fois la France. Pourquoi c'est un exemple qui est pertinent selon toi pour parler justement de ces nouvelles formes d'influence en ligne ? C'est pertinent parce que donc on voit bien que non seulement on a les institutions, l'État français qui fait l'objet d'attaques informationnelles pour nous déstabiliser, comme je le disais, mais que finalement attaquer des entreprises qui sont le fleuron de notre industrie, qu'elles soient au sein du luxe, au sein de l'armement, au sein de l'aéronautique, évidemment que ça va nuire aux intérêts fondamentaux de la nation française. Et que finalement, il faut que les entreprises aujourd'hui se disent bien qu'on est dans un contexte géopolitique
extrêmement particulier avec une autocratisation du monde, c'est-à-dire qu'on a depuis 2024 davantage de pays qui sont sur la voie de l'autocratisation que sur la voie de la démocratie, ce qui vient totalement au rebours de ce qui se passait dans les années 90 après l'éclatement du bloc de l'Est, et qu'on est aussi dans un contexte de retour des conflits armés où évidemment chacun a des intérêts divergents. Donc en fait, même les entreprises deviennent des cibles en fait, Ouais, de tout à ces fait. campagnes. Ouais, on a déjà observé, on observe déjà de plus en plus d'entreprises qui font les frais du contexte international qui est celui-ci. Et qui sont visées par des cyberattaques, des vols de données. Ouais, en fait, ça s'inscrit en effet dans des attaques plus larges que les attaques informationnelles. On est dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'on a en effet des cyberattaques, de la déstabilisation avec des actions physiques, des attaques informationnelles. Enfin voilà, on a un panel finalement d'actions qui reste sous le seuil de l'action violente de façon à éviter une réponse à pour terminer, peut-être plus pour les gens qui nous regardent, nos auditeurs qui peut-être se sentent un peu éloignés de ça, mais qui en fait sont aussi des cibles potentielles via leur utilisation. Si toi tu devais transmettre un seul réflexe pour mieux s'informer et surtout éviter les manipulations, qu'est-ce que ça pourrait être ? Un seul réflexe, je dirais qu'il faut absolument soutenir la presse, parce que c'est la presse aussi qui nourrit les intelligences artificielles, et que si demain la presse disparaît, on le voit, il y a de plus en plus d'organes de presse qui sont en difficulté financière. Donc si on a de moins en moins de magazines, de journaux ou d'organes de presse en général, qu'est-ce qui va nourrir l'intelligence artificielle ? Il y a un risque que ce soit l'intelligence artificielle qui nourrisse l'intelligence artificielle, sachant qu'on voit déjà des centaines et des centaines de sites qui explosent, qui sont générés par IA, sachant qu'il n'y a aucune vérification de la donnée, de l'information. Et aussi évidemment d'apprendre à vérifier et d'apprendre à consulter le plus régulièrement possible des sites de fact-checking. En France, on a un très bon écosystème de fact-checking, c'est-à-dire que la majorité des rédactions disposent d'un service fact-checking, d'une cellule, à date, en fait, il faudrait davantage les exploiter de façon à s'acculturer aux techniques de manipulation pour que quand on y est à nouveau confronté, quand on est sur les réseaux ou sur un site de désinfo, on soit capable justement de prendre un peu de recul et de se dire « Ok, j'ai déjà vu ça, ok, là, il faut que je vérifie. J'ai un doute, du coup, donc je vérifie. » Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est, quand il s'agit de consommer l'information, de limiter son usage, en tout cas sur les plateformes. Limiter son temps d'écran, évidemment, son temps passé sur ces plateformes de réseaux sociaux, c'est évidemment un objectif, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vont passer jusqu'à 10 à 12 heures par jour sur TikTok, notamment le week-end. Donc évidemment qu'il y a un objectif aussi de remettre au goût du jour le fait de participer à des actions sportives, de sortir à l'extérieur. On constate déjà, il y a des études sur les effets à long terme que l'on pourra observer, notamment en lien avec des risques accrus d'obésité, mais aussi des risques sur la vue, avec de plus en plus de personnes, de la population qui est, on va dire, 10-20 ans aujourd'hui, qui risquent de développer des problèmes de myopie notamment. Merci beaucoup pour cet entretien, c'était super. Merci pour l'invitation. Et puis, à très vite. À très vite.